bien pour vous? Ça va? Bonjour. Ce que j'ai pas vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait des mois qu'on ne cesse de nous parler dans la presse, dans les médias, de ChatGPT, des intelligences artificielles génératives, de Midjourney, de Stable Diffusion. Il y en a partout. Cette IA, elle nous colle au cerveau. Les plus âgés diraient qu'elle nous colle aussi au cœur et au corps. Ça me rappellera peut-être des choses. Et à Laurent Voulzy. Et en fait, j'ai l'impression que ça nous embrume un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il y en a tellement partout qu'on en oublie aussi de se dire « Ok, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir pour moi dans mon job de marketeur, en B2B, en B2C ?» Ce qu'on a voulu vous proposer ce matin, et merci d'être présent dans ce carré, c'est une séquence d'oxygénation avec probablement l'un des meilleurs experts en prospective. Et on leur a demandé de faire un exercice assez complexe, c'est de nous amener de la visibilité, de l'oxygénation, de la matière à penser dans les 6 prochains mois. Pas sur un truc stratosphérique, mais plutôt sur un temps court, de façon à ce que vous puissiez ramener des choses là aussi concrètes à mettre en place dans vos entreprises. Pour ouvrir le bal de cette édition 2023 d'Inbound Marketing France, j'ai le grand plaisir d'appeler sur scène et d'accueillir Thomas Husson. Il est vice-président et principal analyste chez Forrester Research. Je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour Thomas. Je te laisse prendre un micro. Je suis super content que tu sois avec nous aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de bol, vous allez voir. Je te propose qu'on rythme peut-être ton intervention en 2 temps. Je vais te laisser le floor. Tu vas pouvoir, pendant quelques minutes, nous donner un peu de perspective. Et puis ensuite, on va revenir. On sera dans une séquence de questions-réponses. Je vais vous mettre à contribution les uns et les autres, donc n'hésitez pas à partir pour qu'on puisse creuser plus profondément et qu'on comprenne bien sur les grandes tendances que tu nous auras présentées, qu'est-ce qu'on peut choper vraiment pour les 6 prochains mois. Ça vous va? On est parti? Le floor is yours, Thomas. Allez-y, sous les applaudissements, on l'applaudit. Merci. Merci beaucoup PPC, merci à Michel Brébion et à toute l'équipe d'Inbound de m'inviter pour effectivement cet exercice difficile. Je suis donc Thomas Husson, je suis vice-président et analyste, fais partie du cabinet donc Forrester qui est un cabinet indépendant d'advisory et de research. Nous, on est entre la marque et l'ensemble de ses prestataires. Et je vais essayer de vous donner une vision internationale. C'est le seul prétexte que j'ai trouvé pour laisser mes slides en anglais. Mais je vous rassure, je vais parler en français. Et en fait, l'exercice est tellement difficile que en 25 minutes, je vais plutôt planter le décor des macro-tendances dont vous allez pas mal parler dans la journée. Je vais essayer de distinguer ce qui est le buzz et ce qui est un peu plus la réalité. Et puis, c'est plutôt dans la seconde partie, effectivement, avec PPC, qu'on va rentrer sur des choses un peu plus concrètes sur les 6 prochains mois, avec évidemment votre participation et votre point de vue. Le premier point sur lequel je voulais revenir, je vais évidemment parler de ChatGPT, d'AI générative, etc. Mais si vous vous souvenez, il y a 18 mois de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne parlait pas encore tant de ChatGPT. On parlait en fait beaucoup du métaverse. C'était le buzz du moment. Et Bloomberg nous disait que ce serait 400 milliards de dollars en 2024. 2024, c'est juste dans 6 mois. Évidemment, c'est totalement faux. Et le métaverse, moi je l'avais dit il y a 18 mois, n'existe pas. Il n'existe toujours pas. Il y a des précurseurs du métaverse qui existent effectivement. Il y a des expériences intéressantes sur Sandbox, sur Decentraland. Il y a des précurseurs dans des univers de jeux, Roblox et autres. Ce sont des univers précurseurs du métaverse. Mais ça n'est pas encore une réalité. Alors c'est vrai que la semaine dernière, vous avez noté qu'Apple a noté son fameux casque de réalité mixte qu'on attendait déjà depuis un certain temps. Pour autant, même si là l'expérience est beaucoup plus travaillée, je pense, on est quand même sur un produit déjà qui va sortir dans à peu près 1 an en France et qui coûte la bagatelle de 3 500 $. Donc évidemment, le produit va rester niche pendant un certain temps. Et au final, Apple a eu l'intelligence de ne pas parler de métaverse et parle davantage de réalité augmentée, mais surtout parle de spatial computing, donc on peut demander ce que ça va représenter, mais ça va être intégré dans des logiques évidemment aussi de cartographie et de réalité augmentée.
Ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est qu'on va pouvoir, et ils se donnent le temps, c'est pour ça qu'ils ont lancé ça à leur conférence développeurs, de créer de nouvelles expériences, qui vont être en fait tout simplement des expériences, pour faire simple, 3D, en 3 dimensions. Et c'est ça qui est important. Après, pour la majorité d'entre vous, si on parle des 6 prochains mois, je pense que vous pouvez oublier totalement ce sujet. Sauf si vous êtes dans la formation, si vous êtes dans des univers de luxe ou que vous voulez créer vraiment quelque chose de rare, c'est probablement pas la priorité des priorités. Donc, on peut déjà faire une croix sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, évidemment, c'est en fait, on parle beaucoup d'expériences immersives, mais on a tendance à oublier ce que chez Forrester, on appelle les expériences invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut réduire la charge mentale du consommateur. En fait, quand vous allez sur un site web, quand vous allez sur une appli mobile, vous avez quelque chose qui est codé en langage binaire 0-1 par des développeurs, mais ça ne répond pas forcément à votre problématique, à votre contexte du moment. C'est à vous d'aller chercher l'information au lieu qu'on vous amène l'information en fonction de votre problématique du moment, de votre contexte, de votre état d'esprit, de votre émotion. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, effectivement, avec l'intelligence artificielle et le langage naturel, parce que vous allez pouvoir poser des questions et vous allez avoir une restitution de l'information qui est pertinente pour vous en contexte, et qui est presque sans couture, qui est invisible. C'est pour ça que c'est intéressant la démarche d'Apple, parce que souvent, si vous avez regardé le keynote la semaine dernière, pendant 2 heures, vous avez une litanie d'annonces sur plein d'OS différents. Vous dites, ouais, c'est des petits détails. Oui, mais c'est justement la somme de ces petits détails qui crée des expériences sans couture et invisibles. Donc ça, c'est évidemment éminemment important. Et vous allez me dire, oui, mais ça n'existe pas encore. Évidemment, ces expériences invisibles, elles existent aujourd'hui. Le paiement, il est devenu invisible. Quand vous utilisez Uber, Uber Eats, Uber Pay, au final, vous ne vous rendez pas compte que vous payez. Et puis, on déconstruit le site web. On va vous pousser l'information, la notification au bon moment, en contexte, en fonction de l'information que vous voulez recevoir, avant même presque que vous n'ouvriez votre application. Et il y a un risque potentiellement de dilution des marques. Alors pas là avec Burger King, parce que c'est une marque qui est quand même très forte. Ils ont fait une pub télé en même temps. Mais c'est intéressant de se dire finalement, un peu comme avec Apple, il y a les opérateurs derrière. Quelle est la différence entre Orange et SFR quand il y a une pub Apple? C'est juste le petit logo à la fin. C'est pareil, quand on dit on se fait un Deliveroo, on se fait un Uber Eats, il y a un risque de dilution des marques si elles ne travaillent pas suffisamment ce côté-là et qu'elles passent trop par des plateformes. Après, une fois qu'on a dit ça, le buzz, effectivement, des 6 derniers mois, c'est l'intelligence générative et notamment ChatGPT. Alors, il y a plein d'autres acteurs que ChatGPT, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est déjà un phénomène qui est totalement disruptif. Je veux dire, l'IA, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est déjà bien plus une réalité que le métaverse. Et ce n'est pas fondamentalement nouveau. C'est-à-dire, quand vous parlez à des data scientists, ils vous disent la technologie en tant que telle, ok, ils ont rajouté des transformers bout en bout, mais la technologie en tant que telle n'est pas fondamentalement disruptive, on maîtrise. Dans les grands groupes, il ne faut pas oublier que je parlais de métaverse tout à l'heure, mais Meta investit proportionnellement 4 fois plus, grosso modo, que sur le métaverse, dans l'IA. Ils ont mis 10 milliards sur la table sur le métaverse, et ils en ont mis plutôt de l'ordre de 40 milliards sur l'IA. Donc, ce n'est pas nouveau. Google, etc., ça fait très, très longtemps qu'ils travaillent sur ces sujets-là. La différence, c'est qu'il y a une interface utilisateur qui est extrêmement simple et intuitif, qu'ils ont très bien communiqué et que tout le monde a été un peu pris de court. D'où là, voilà, toutes les annonces en cascade qu'on voit arriver aujourd'hui. Mais ça a permis d'ouvrir tout un tas, finalement, de cas d'usage. À tel point qu'on se dit, finalement, voilà, l'IA va tout produire comme contenu, tout générer. J'adore, moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je mets souvent des petits dessins de Tom Fitchburn parce que je trouve qu'il arrive à bien cristalliser un peu l'état d'esprit, de dire finalement, voilà, on va pouvoir, grâce à l'IA, créer des contenus humains, empathiques, réels. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, on peut choisir le ton, s'assurer qu'on a telle ou telle tonalité dans les messages que l'on crée à destination des consommateurs. Pour autant,
l'IA ne va pas forcément tout régler. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne règle pas, notamment dans la maîtrise de l'émotion, dans la capacité à gérer des sous-entendus, dans la capacité à prendre du recul sur elle-même. Elle n'est pas encore, à ma connaissance, consciente. Et on pourrait dire, effectivement, ça va impacter beaucoup de jobs. Si je prends mon exemple, nous, on produit beaucoup d'études de contenu. Effectivement, des outils génératifs comme l'IA permettent d'accélérer, d'automatiser un certain nombre de tâches. Mais il y a des choses, j'espère, le fait d'engager une audience comme ça, le côté émotionnel, la réaction, l'interview plus qualitative d'un certain nombre de dirigeants sur la manière dont ils perçoivent ces enjeux-là, je doute qu'une IA le fasse. Alors on en reparlera, hein, peut-être que dans 5 ans ce sera un hologramme à ma place, j'espère pas, mais l'idée étant de dire, effectivement, l'intelligence artificielle va changer la façon dont tout un chacun, vous et moi, on travaille. Elle va évidemment automatiser des tâches et donc supprimer un certain nombre d'emplois. Elle va aussi en créer beaucoup, parce que l'enjeu, c'est la supervision. Le problème, finalement, c'est pas tellement... On voit qu'il y a des tas de cas d'usage possibles en marketing sur la production du contenu, sur la capacité à générer une même version d'une pub. En quelques minutes, vous pouvez avoir 10 000 versions différentes. WPP, c'est le patron de WPP qui a annoncé ça la semaine dernière. Moi, j'ai vu des démos, j'étais à l'Adobe Summit. C'est hallucinant. En quelques temps, la capacité qu'on a à créer des nouveaux textes, des images, tout formaté direct sur Instagram, TikTok, Facebook, au bon format, en plein de versions différentes. Pareil sur tout ce qui est SEO, sur tout ce qui est production, pré-production d'emails. Après, il va bien falloir quelqu'un pour valider ça aussi, superviser, parce que c'est les problématiques derrière, finalement, de données, et en particulier de données consommateurs. Il y a quand même un petit souci sur la problématique du contenu, des sources, les fameuses fake news. Et c'est là, je pense, le principal problème de ce type d'interface. Ce n'est pas forcément la destruction d'emplois, parce que, au final, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est une intelligence simplement augmentée, un outil qui va vous aider à être plus efficace, plus productif, ou est-ce que c'est réellement une intelligence artificielle, au sens où elle est autonome? Jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt dans le camp de ceux qui disaient c'est un outil et c'est l'intelligence augmentée. Après, si vous prenez du recul, finalement, il y a une sorte de schisme, de division assez forte dans les penseurs de l'intelligence artificielle, entre d'un côté des gens comme Geoffrey Hinton, qui a quitté Google, ou des gens comme Joshua Bento, qui finalement ont cette vision qu'attention, il y a des risques, il y a un certain nombre de dangers autour de l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut s'autonomiser d'une certaine façon. Et il y a eu ce signal, cette lettre dont vous avez tous entendu parler. Puis il y a une autre école, qui est plutôt celle, on va dire, de Luc Julia, de Yann Lequin chez Facebook, qui disent finalement, ce n'est pas tant la révolution que ça. Oui, il y a des dangers, évidemment, par rapport notamment aux sources et à l'information. Mais donc voilà, il y a un peu ces deux écoles-là, et la question est de se dire... comment je m'approprie ces outils. Et c'est évident que dans les 6 prochains mois, il faut appréhender les cas d'usage. Il faut partir des cas d'usage, il faut partir du métier pour voir après comment on passe à l'échelle. Mais ça va prendre un petit peu de temps et il ne faut pas non plus dramatiser les enjeux sur l'emploi. Je sais qu'on en parle beaucoup. J'aime bien, moi, cette petite phrase qui dit c'est pas l'IA qui va vous piquer votre job, c'est quelqu'un qui utilise l'IA. Et c'est quand même une différence notable d'arriver à s'approprier ces enjeux-là. Et c'est vrai que du coup, si on prend un peu de recul par rapport à toutes ces technologies, je pense que c'est important d'appliquer la loi d'Amara. On parle souvent de la loi de Moore. Qui d'entre vous connaît la loi d'Amara? Si vous pouviez lever la main bien haut, que je vous identifie. Ok. Donc, qui était Amara? En fait, non, je force le trait parce que en fait, vous la connaissez, cette loi. C'est une citation d'Amara, qui est l'ancien président du futur, qui a été mal attribuée à Bill Gates. Et en fait, il a dit une chose très simple, qui est toujours valable à mon avis. Il a dit on a tendance à surestimer l'impact des nouvelles technologies à court terme et à sous-estimer leur impact à long terme. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les deux sujets dont je viens de parler, le métaverse ou l'IA. Ce n'est pas du jour au lendemain que la productivité va tout changer et détruire les emplois dont on nous parle. C'est faux, ça va s'étaler sur beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est pour ça que c'est important, quand on parle de niveau différentes technologies, d'avoir une sorte, et ça varie évidemment selon les entreprises, mais une sorte d'approche un peu héroïste. Qu'est-ce qui fonctionne à court terme? Qu'est-ce qui va prendre plus de temps, de 2 à 4 ans, et qu'est-ce qui va prendre plus de 5 ans? Tout ce qui est réalité effectivement étendue virtuelle, nous on pense que c'est au-delà des 5 ans. Tout ce qui est cloud et solutions de type NLP,
c'est plutôt dans les 12-18 mois que ça peut se mettre en place. Et puis, dans les 2-4 ans, on va avoir des choses sur tout ce qui est explainable AI, c'est-à-dire comment j'explique, je justifie ces biais liés aux algorithmes, à la donnée entrante, sortante, etc. Donc c'est ça, je pense qu'il faut avoir en tête en termes de timing. Après, je vous parle de ces technologies, mais au quotidien, au concret, concrètement, si vous êtes dans des équipes notamment B2B, ben voilà, il y a plein d'acronymes qu'on aime bien utiliser en marketing, Account-Based Marketing, les Data Clean Rooms, les Zero Party Data, MQL, etc. Nous, on publie des tas et des tas d'études sur ces sujets-là de manière récurrente et on a des analyses dédiées sur chacun de ces sujets-là. Mais ce n'est pas tellement le problème, la technologie. Le problème, c'est ce que ça permet de passer finalement à l'échelle et d'automatiser un certain nombre de choses, d'optimiser. Mais l'enjeu, c'est comment on travaille dans une organisation entre les équipes marketing, les équipes produits, qui sont parfois séparées du marketing, et les équipes commerciales. Et il faut une sorte d'hybridation des compétences. C'est-à-dire que les marketeurs, il faut effectivement qu'ils appréhendent un peu mieux la technologie, il faut pas simplement qu'ils accumulent des insights, mais qu'ils les activent, et il faut qu'ils aient cette démarche finalement on va dire, centrés sur la croissance, comme peuvent l'avoir les commerciaux. À l'inverse, les commerciaux, il faut qu'ils comprennent mieux les problématiques effectivement technologiques et clients et qu'ils soient là au service réellement de la valeur apportée pour le client. Même chose pour les équipes produits qui ont tendance à parfois développer une feature ou des roadmaps de leur côté sans réellement écouter le client et être en face du client dans des panels ou des discussions pour écouter réellement et sans filtre les problématiques des clients. Donc c'est absolument critique, cette notion finalement d'obsession client, et je vais revenir dessus dans un instant, mais c'est vrai que souvent, ça dépend aussi du poids et du rôle du directeur marketing. Et il est assez variable ces dernières années. Il y a eu voilà, pas mal de chief client officer, chief experience officer, chief operating officer, ce qu'on appelle, nous, la C-soup. Et au final, le directeur marketing, il n'est pas forcément en direct avec le PDG et il n'a pas forcément la main sur les offres, sur le marketing, sur la pub, sur la com, etc. Il est parfois plus dans une logique, particulièrement en B2B, il faut générer des leads. Évidemment, c'est bien plus que ça, le marketing, vous le savez. Et on a tendance à dire, finalement, le CMO, le directeur marketing, c'est celui qui a la moindre ancienneté dans les comités de direction, selon toutes les stats que vous, en particulier Spencer Stuart. Ce qu'on oublie de dire, c'est que il y en a quasiment de l'ordre de 70% quand ils évoluent au bout de ces 2 ans et demi de moyenne dans lesquels ils restent dans leur poste. Ils évoluent vers un poste équivalent où ils deviennent PDG. Et c'est pour ça qu'on a publié une étude récemment qui s'appelle, je ne saurais pas le traduire bien en français, Untuck de CMO, c'est un peu libérer le CMO. Et je voudrais vous poser une petite question. Savoir ce qu'ont en commun, selon vous, ces 4 marques. C'est facile quand même. Non? Elles sont américaines, absolument. Et on aurait pu dire que c'est des marques un peu de malbouffe, de Coca, Domino's Pizza, McDo, Pepsi, etc. Ce n'est pas ce qu'elles ont en commun en réalité, évidemment, parce que j'aurais pu vous montrer aussi ces marques-là dans d'autres univers, automobiles, sport, PayPal. Ce sont des marques soit qui avaient abandonné le rôle de CMO, ce qui a été le cas pendant un certain temps de PayPal, Coca, McDo, qui l'ont réinstallé assez rapidement après, ou alors dont le PDG actuel est un ancien CMO. Alors pour Renault, il a été évidemment, avant d'insuffler cet esprit marketing, il a été évidemment patron et PDG de différentes entités, mais la nouvelle patronne de Decathlon, c'est une ancienne directrice marketing. Idem chez Maserati, etc. Donc il y a une évolution effectivement du rôle du CMO et je voulais mettre ça en perspective parce que souvent on nous dit oui mais le CMO il a peu d'ancienneté, peu de poids. La question c'est quel est finalement l'espace que lui donne le PDG. Est-ce qu'il a un accès direct au PDG? Peu importe en termes d'organisation finalement à qui il rapporte, mais est-ce qu'il a cet accès direct et est-ce qu'il a cette capacité à faire évoluer les enjeux stratégiques de l'entreprise? Donc ça, c'est absolument critique, parce qu'on sait que les priorités, et je vais passer assez rapidement dessus, quand on pose la question à des directeurs marketing ici B2C, c'est d'abord et avant tout la problématique de l'expérience client, la problématique de l'engagement pendant l'ensemble du cycle de vie du consommateur et sur le parcours client. Évidemment, il y a aussi des enjeux ROI, et on va en parler tout à l'heure parce que c'est quand même le nerf de la guerre vu le contexte économique actuel, mais c'est un enjeu absolument clé. Et évidemment, tout le monde dit on met le client au centre, etc.
nous, chez Forrester, ça résonne bizarrement en français, mais on préfère parler d'obsession client pour montrer qu'il y a différents niveaux de maturité dans les entreprises. Ceux qu'on appelle customer naïve, aware, engaged, committed et finalement obsessed. Et en fait, vous avez une majorité, grosso modo, d'entreprises en Europe qui sont finalement moyennes, entre guillemets, dans ce niveau de maturité. Vous en avez à peine 5% qui sont réellement obsédés par le client. Pourquoi ? Parce que ce sont des enjeux qui vont largement au-delà du marketing ou du service client ou des personnes qui sont en contact avec le consommateur. Ça touche en fait toute l'organisation. Il faut repenser l'ensemble des parcours clients et il faut s'organiser autour de ces parcours clients. Et ça prend du temps. C'est une transformation de l'entreprise qui prend plusieurs années. Et on a plein, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a pas mal de marques qui ont embarqué dans cette approche, et c'est particulièrement compliqué quand vous êtes un grand groupe. Nissan l'a plutôt bien fait avec une approche assez progressive en posant les fondations de l'expérience client et un langage commun dès le départ, et ensuite en ayant une approche pour montrer le ROI de ces différents business cases. Et pourtant, quand vous êtes marketeur, vous avez beaucoup de choses à gérer en simultané. C'est ça qui est compliqué. Il faut gérer les campagnes, il faut gérer le court terme, il faut générer les leads, il faut en même temps penser à demain, il faut anticiper toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Et là, je vous ai juste mis le top 5. On a une liste de 20 critères. Et là, vous voyez le top 5, ce qui ressort, en fait, c'est énormément lié à la donnée. La gestion de la qualité de la donnée, en particulier dans un univers cookieless. Est-ce que je prends mes décisions sur la base d'insights ? Est-ce que je peux personnaliser l'expérience client ? Ça, ce sont des choses qui sont évidemment difficiles à mettre en œuvre. Et quand on leur demande qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, vous voyez, encore une fois, c'est autour de la data et puis, évidemment, de cette problématique d'intelligence artificielle, que ce soit pour l'introduire ou pour passer à l'échelle. Donc ça, ce sont des difficultés des marketeurs, en particulier, comme je l'évoquais, sur la notion de data, qui est quand même le cœur, parce qu'on arrive dans un monde cookieless, et donc il va falloir se tourner davantage vers de la donnée zéro party, vers de la donnée first party, et créer finalement une confiance avec le consommateur pour qu'il ait envie d'échanger les informations avec vous. Alors, il y a certaines marques qui arrivent mieux que d'autres. Quand on est une marque CPG, par exemple, c'est difficile d'avoir accès directement aux clients. Vous avez un groupe comme Mondelez, qui a des marques assez connues, que vous voyez ici, qui dit finalement, nous, évidemment, on utilise des outils de social intelligence, évidemment, on va mettre des budgets conséquents pour l'investissement dans la personnalisation, mais on va aussi essayer d'utiliser la force de nos marques pour créer un dialogue avec les consommateurs. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui permet aussi d'activer du contenu un peu émotionnel en temps réel. Et je voudrais juste partager une anecdote. On a tous nos anecdotes de surprise and delight, entre guillemets, où on est content d'avoir une belle expérience de marque. Et je la partage avec vous parce qu'elle est aux antipodes de ce dont on parle aujourd'hui sur l'IA générative. C'est il y a quelques années, à l'époque où je prenais encore pas mal l'avion, ce qui est, j'essaie au minimum de faire aujourd'hui. J'étais avec Air France KLM, c'était le jour de mon anniversaire. Et là, l'hôtesse vient me voir et me dit « Vous êtes bien Monsieur Husson ?» Je dis « Oui, oui. » Et là, elle me tend une bouteille de champagne, une demi-bouteille, avec un petit mot manuscrit de chacun des membres de l'équipe, la chef de cabine, les hôtesses, les stewards, le commandant, etc. Et j'ai trouvé ça, évidemment, j'étais étonné, j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur la donnée de mon passeport, évidemment, de ma date de naissance qui est collectée. Mais c'est un petit rituel qui est très sympa et on n'est pas sur la production d'un contenu digital. On est vraiment dans l'humain, dans l'émotion. Et je me permets d'insister là-dessus parce que on est sur un engagement finalement qui n'est pas juste l'émotion du consommateur. On sait que c'est ça qui différencie les expériences clients. On est aussi, quand j'ai parlé avec la chef de cabine, elle me dit c'est ça qui me motive, moi, dans mon job au quotidien, de voir des gens qui sont contents, qui sont en voyage, qui s'offrent des parenthèses de vie, que ce soit prendre le train pour venir dans la journée à Rennes ou que ce soit pour partir en vacances quelque part. Les gens sont dans un état d'esprit différent. Et vous allez avoir évidemment l'occasion de parler de tous ces sujets cookieless tout à l'heure avec l'interview de la patronne Europe de Weborama. Mais sur les enjeux là dont je parle, finalement, c'est de la symétrie des attentions dont on parle. C'est cette capacité à réduire l'écart entre l'expérience de marque, ce que vous racontez à l'extérieur, et puis la perception qu'ont les clients et la perception aussi qu'ont les collaborateurs des entreprises. Plus ce fossé est important et plus le risque, notamment sur des enjeux environnementaux de greenwashing, est élevé. Et pour parler de la symétrie des attentions, je crois que dans cette salle même, juste après, vous aurez la chance d'écouter l'Académie des services sur ce sujet, et notamment Jean-Jacques Gresset.
Et j'insiste sur ce point parce que c'est un peu, pour ceux qui se souviennent des anciennes campagnes Activia de Danone, ce qui se fait, entre guillemets, à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'était un peu le mantra. Et c'est vraiment important sur ces sujets dont on parle finalement assez peu, mais qui vont faire évoluer beaucoup le marketing. C'est cette notion de marketing durable. Parce que finalement, la marque employeur, c'est clé. Et quand vous voulez attirer des talents, c'est absolument critique, que ce soit des développeurs, des designers, des personnes qui maîtrisent la data et l'AI, elles vont de plus en plus vouloir aller sur des marques qui agissent, qui réellement changent la donne. Et ça va être compliqué parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est dans une révolution, une nouvelle révolution, selon nous, qui est de la même ordre de grandeur que la révolution industrielle des 19e et des 18e siècles. Tout va changer, la façon qu'on mange, la façon dont on se déplace, l'énergie qu'on utilise. Il n'y en a pas beaucoup de temps pour que cette révolution arrive et il faut réellement l'embarquer. Et quand on est marketeur, ça va changer la donne parce que le contexte, évidemment, évolue. On n'est pas encore dans une stakeholder économie, hein, ça reste le court terme, l'actionnaire, les normes sont encore entrées là-dessus, mais on voit bien qu'on arrive vers des logiques d'économie circulaire, vers des logiques d'usage plutôt que de production. Et pour le marketeur, et je terminerai là-dessus, ça veut dire que la technique, l'art et la science du marketing ne changent pas fondamentalement. Ça va toujours rester sur la compréhension des besoins clients, la stratégie de la marque et la capacité à délivrer cette promesse de marque. Ça va être toujours autour de la data, de la technologie, de la créativité. Mais il y a un certain nombre de leviers clés qu'il va falloir absolument maîtriser pour accélérer cette notion, des choses comme l'éco-design. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été formés à des logiques de LCA, Life Cycle Analysis, mais c'est absolument critique si on veut designer des produits qui soient éco-responsables, parce que vos consommateurs vont le demander, et vous, en tant que marketeur, vous allez de plus en plus avoir une forme de dissonance cognitive si votre entreprise ne va pas sur ce chemin. Voilà, j'ai probablement débordé d'1 ou 2 minutes PPC comme je le fais toujours. Donc je vous remercie pour votre attention et on va maintenant, je crois, rentrer plus dans le Je crois le qu'on peut sujet des vraiment 6 l'applaudir. Merci beaucoup. Tu es toujours passionnant. En plus, non seulement tu n'as pas débordé, mais en plus, tu as fait un truc formidable. C'est-à-dire que tu as fait de la pub pour Jean-Jacques Gressier, qui interviendra tout à l'heure sur la symétrie des attentions, et pour Miki Mchikli de Weborama, qui va nous parler de la pub sans les cookies. Vous savez, c'est celle qui nous séparera du déjeuner, ça tombe bien. Thomas, on va rentrer maintenant dans cette deuxième session. Je vous avais prévenu, hein, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Thomas. Je suis passé un peu dans la salle, j'ai repéré Mélanie, Céline, Flavien et Frédéric, qui le premier a levé la main en disant « Je veux poser une question à Thomas ». Est-ce qu'on pourrait passer un micro, s'ils ne sont pas passés où mes amis pour les micros, à Frédéric Dumas, c'est le grand gourou chez Cision France. Tu as une question pour Thomas? On t'écoute, Frédéric. Tu peux te lever parce que comme ça les gens te voient, c'est mieux. Vas-y. Bonjour, merci Thomas, très intéressant. Tu es venu un petit peu sur la fin, j'avais une question sur le business model en fait. Je pense qu'on va vraiment vers effectivement des usages plutôt qu'un produit. Et finalement, quel est le rôle du marketing là-dedans et quel leadership ils doivent avoir là-dedans? On commence simplement à avoir de nouveaux modèles économiques autour de l'usage, de la location. On est beaucoup encore dans des phases, j'ai envie de dire, de test. Ça reste d'abord et avant tout une logique de propriété encore et de vente de produits, mais on sent qu'on commence à pivoter vers ces logiques d'abonnement. Et toute la difficulté, je pense, pour le marketing et le directeur marketing en particulier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur sa connexion avec le PDG. Parce que, évidemment, si on parle d'évolution du modèle économique, si on parle d'économie circulaire, on va forcément, à un moment ou à un autre, parler de vision, de stratégie, de marché adjacent, de nouvelles offres, de nouveaux produits. Et puis de rentabilité, parce qu'il ne s'agit pas de lancer des produits éco-conçus pour voilà, juste comme ça. Il faut qu'on soit à la fois rentable et soutenable. Et donc pour moi, l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à élever la discussion, parce que souvent, quand on est sur des problématiques marketing ou pub, on parle beaucoup de la décarbonation, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais de la fonction média, de réduire l'impact des campagnes, etc. C'est très bien, et on va sûrement en parler à Cannes la semaine prochaine, au Camion, etc. Mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est les produits qui sont vendus.
Et c'est là qu'est l'impact, pour la plupart des boîtes, c'est le scope 3. Donc c'est les produits, c'est le packaging et c'est toute la chaîne de valeur qui va avec. Et donc ça veut dire pivoter un modèle économique avec des partenaires. Donc c'est une décision éminemment stratégique. Et c'est là où le directeur marketing, en tant que voix du client et d'une certaine façon de plus en plus voix des employés, doit sensibiliser son board, son comité de direction sur ces sujets-là. Parce que s'il n'y a pas cet échange-là, il n'y aura pas de modèle économique circulaire et il n'y aura pas de nouveau... on restera dans un pur accès de propriété, à mon avis. Si je t'entends, ça veut dire qu'on rebondit là-dessus, ça veut dire qu'il faut aussi penser avec tout l'écosystème et toute la chaîne de valeur, c'est ça ? De plus en plus, oui. Si on regarde les retailers, les grandes marques agroalimentaires, c'est l'enjeu aujourd'hui. Ce que Carrefour a annoncé il n'y a pas très longtemps, mais c'est absolument clé. Et ça suppose finalement un alignement autour de la notion de mission, de purpose. Alors souvent on dit ouais, toutes les entreprises se redéfinissent comme entreprises à mission, Bicorp, etc. Mais au final, c'est ceux qui vont l'activer concrètement. Et pour l'activer, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous êtes obligé de le faire avec des partenaires et de le rendre tangible. Sinon, ça crée de la déception pour tout le monde, pour les clients et encore une fois pour les collaborateurs. Et ça, c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où c'est je pense, le ROI aussi de cette transformation. C'est pas juste mes coûts d'énergie augmentent et donc ça touche mon modèle économique. C'est pas juste, il y a une petite partie des consommateurs qui vont payer une surprime. C'est aussi que ça crée de la frustration pour beaucoup d'autres et qu'on n'arrive pas à recruter et à fidéliser les talents dont on a besoin. Bon, ça veut dire que c'est aussi une opportunité de se réinventer, de revoir le modèle. Avant de passer le micro dans la salle à Mélanie qui est là-bas, j'avais une question. On disait au début, les IA génératives, machin, ça prend tout le devant de la scène. Le Web 3, c'est encore bon, il faut encore investir là-dedans ou c'est foutu ? Alors, c'est dans le carré 2 que ça se passe. Non, non, c'est pas foutu, c'est une question de timing. C'est juste qu'on a, à mon avis, mis tout dans le même sac au début, NFT, Web3, Metaverse, etc., alors que c'est des choses qui existent indépendamment les unes des autres. Donc ça a créé beaucoup de confusion, et non, ça va exister. Plutôt des expériences effectivement 3D immersives. Et je pense qu'il faut avoir en tête, c'est cette logique d'hybridation des technologies. C'est-à-dire que l'AI générative, il y a des modèles aujourd'hui avec des prompts de texte ou 3D. Donc là, on va pouvoir créer ces contenus dont on va avoir besoin. Mais avant de créer ces 10 000 versions d'une pub différente, il faut s'assurer qu'elle s'insère bien dans le contexte et dans le parcours du client et que ça a du sens d'aller à un tel niveau de personnalisation ou à un tel niveau d'immersivité. La plupart des expériences immersives et tout ce qui va nous être pitché la semaine prochaine, demain et après-demain au Vivatech, oui, il y a des trucs sympas, il y a des trucs un peu bluffants, c'est vrai. Mais pour l'essentiel, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit le nerf de la guerre. Donc, c'est pas mort, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Bon, il y a une part de bullshit à éviter si je suis. Pense, oui. Super. On va passer le micro à Mélanie, qui est là. Je vais te demander, Mélanie, si tu veux te lever, et puis je te laisse poser ta question à Thomas. Merci. Oui, bonjour. Du coup, je me demandais si le développement de l'intelligence artificielle n'allait pas engendrer un peu une uniformisation de la stratégie marketing. C'est effectivement une bonne question. Je ne pense pas au sens où, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas tellement ChatGPT et ces outils-là. Ce qui va se passer très probablement, c'est qu'il va y avoir des modèles pré-entraînés avec des algorithmes spécifiques qui vont s'appliquer sur des données propriétaires. Aujourd'hui, il vaut mieux éviter ça, ce type de cas d'usage où on utilise de la donnée consommateur, parce qu'il y a un risque important autour de la notion de vie privée du client. Mais à terme, ça va libérer finalement du temps pour la créativité, pour aller penser différemment. Et en fait, la question, elle n'est pas du tout pour moi la question de l'AI générative, elle est la question, et on l'a vu dans les slides que je montrais, la problématique, c'est la data. Donc si pour moi, dans les 6 prochains mois, il devait y avoir 3 priorités, c'est 1, c'est la data, 2, c'est la data, et 3, c'est la data. Parce qu'il faut la raffiner, il faut avoir une logique qualitative, il faut une gouvernance autour des données. Et avant de pouvoir faire de l'IA à l'échelle, il faut déjà maîtriser de base la problématique data. Ça paraît évident, mais en fait, il y a assez peu d'entreprises qui sont matures là-dessus. Donc celles qui sont matures vont accélérer et vont passer à l'échelle sur l'IA. Et il y en a qui le font. Hein. J'ai plein d'exemples en tête concrets des Decathlon, des Fnac, des Orange, voilà, qui sont passés à l'échelle parce qu'ils ont fait évoluer leur gouvernance, leur process, leur organisation autour de ça. Donc non, je ne pense pas que ça uniformise tout. Super, merci. On va passer le micro à Flavien, si tu peux te lever. Avant de prendre la question de Flavien, moi je vais te poser une question justement. On parle de data, tu nous as dit data, donc on a tous mémorisé que c'était le truc très important. Quand on dit data et IA, moi j'ai envie de rajouter le mot responsable, peut-être avec un S à la fin.
Comment tu vois justement cette avancée qu'il peut y avoir? Est-ce qu'on va tous prendre un côté de plus de responsabilité dans ce qu'on fait? Ça devient crucial, c'est important? Oui, je pense que ça va faire partie justement des nouveaux métiers qui vont émerger parce que, comme disent mes collègues américains, on dit souvent, tout dépend de la data en entrée, en sortie, garbage in, garbage out. Donc si on ne sait pas ce qui rentre, si on ne sait pas les sources, si des données consommateurs sont exposées, s'il y a des biais, et on le voit en Chine, c'est un des problèmes sur l'IA générative parce que on ne va pas crawler tous les sites, ça va poser des problèmes et c'est l'enjeu. Vous avez tous vu le pape en doudoune, etc. C'est des vrais sujets. Non, mais c'est des vrais sujets et c'est pour ça que voilà, faut trouver le bon cadre réglementaire pour pas freiner l'innovation et en même temps pour permettre d'avancer là-dessus. C'est une question éminemment difficile, mais je pense que ça va être parmi les nouveaux métiers effectivement qui vont arriver autour de ce que nous on appelle explainable AI et les biais éthiques associés aux algorithmes et à la donnée client. Donc explicabilité, si je te suis, inclusion aussi, et puis l'éthique au cœur, ça c'est important. Ça fera la différence, ça jouera sur la confiance des consommateurs aussi. Oui, je pense que c'est ça qui est critique et c'est la façon, et on le voit sur toute la problématique RGPD depuis 5 ans, c'est tous les parcours de consentement et c'est comment, sur de l'expérience client, il y a des choses toutes simples qu'on peut faire en embarquant le juridique avant et plutôt que d'avoir validé les CGV, vous avez 10 pages à valider, vous les faites contextuelles, vous les rendez invisibles au moment où vous avez besoin d'une donnée en particulier. Ce n'est pas la peine de faire valider 50 pages de CGV si vous n'en avez pas besoin. Flavien, tu n'as que trop attendu. Est-ce que tu peux te lever? Le bloc du modérateur est avec nous. On peut l'applaudir aussi. Bonjour. Bonjour à toi. Du coup, j'ai une question aussi sur l'IA générative. C'est un peu le sujet du moment. Autant certains sujets comme le métaverse, effectivement, concernaient assez peu de gens. Donc, il y avait peu de gens qui étaient vraiment impliqués ou qui se demandaient ce qu'ils allaient pouvoir faire. C'était très, très en attente. Autant l'IA générative va toucher tous les métiers très, très vite. Et tout le monde est un peu sur le qui-vive, va se dire qu'est-ce qui va se passer. Du coup, quelle est la bonne posture d'après vous? Est-ce qu'il vaut mieux essayer, itérer, se planter, peut-être faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire dès maintenant, ou attendre des cas d'usage, observer les autres et attendre de voir ce que les autres ont fait pour se lancer nous-mêmes? Je pense qu'il faut tester, il faut apprendre, il faut s'approprier les outils et il faut surtout prioriser les cas d'usage. Je parlais de Decathlon tout à l'heure. Ils ont mis en place depuis 2020 une organisation avec d'abord un data lab qui justement regarde les cas d'usage pour voir est-ce que c'est approprié ou pas, mais en partant des métiers. Parce que souvent, on se dit, tiens, on va mettre des data scientists dans un coin, puis ils vont nous pondre un truc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on est à l'écoute réellement des besoins des métiers, concrètement, sur des problématiques de pricing, je sais pas, si vous avez 15 000 références et 2000 magasins, faire du dynamic pricing, on sait faire dans l'aérien, on ne sait peut-être pas faire dans le retail. Donc, il faut une organisation en place. Puis après, ils ont un business lab qui permet de passer à l'échelle et d'industrialiser. Et puis après, ils ont des fabriques où on va rentrer dans des mises en production spécifiques. Donc, je pense qu'effectivement, il faut tester, il faut pas attendre, il faut surtout travailler d'abord la data et la gouvernance et être sur des logiques de cas d'usage et probablement, par rapport à la notion de confiance, qui n'est pas juste vis-à-vis des consommateurs, qui est aussi vis-à-vis des collaborateurs, rassurer, éduquer, former, c'est ça aussi le passage à l'échelle, et évaluer finalement la maturité de l'organisation. Nous, je crois qu'il y a 5 ans, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, on avait lancé un petit acronyme pour mesurer la maturité des entreprises là-dessus, qu'on avait appelé RQ. Pour dire, en gros, ça veut dire Robotics Quotient. Donc il y a IQ, qui est l'intelligence, le QI, quoi, l'intelligence émotionnelle. EQ, ouais, voilà. Ouais. Et puis le RQ, parce qu'en fait, on va tous devoir apprendre à travailler avec des robots. La majorité d'entre nous. Et c'est pas forcément intuitif et ça va créer ça va susciter beaucoup de craintes. Et donc, il faut, je pense, de la réassurance et beaucoup de formation en disant si ça peut vous aider au quotidien et ça peut vous permettre d'être plus productif. Et je pense que c'est important dans cette notion de confiance collaborateur aussi vis-à-vis des métiers. Tu nous parlais de Decathlon. Ils ont, il y a juste 1 an, je crois, nommé un Chief Metaverse Officer. Ça paraît peut-être incroyable, vous n'avez peut-être pas ça dans vos entreprises. Justement, est-ce que tu penses, et tu vois en tendance, les entreprises vont de plus en plus rentrer dans le do pour comprendre ce qui se passe? C'est ça qu'il faut faire? C'est ça le conseil que tu pourrais donner à nos participants aujourd'hui? Oui, ils ont aussi créé un Data Value Creation Officer ou quelque chose comme ça, je n'ai pas le nom en tête, qui est en charge de l'IA Factory. Ça me paraît
plus le nerf de la guerre que effectivement un Data. Chief Metaverse Officer. Data. Mais oui, il faut évidemment, il faut tester. Et les deux vont aller ensemble. Il faut tester, mais il faut aussi prioriser parce qu'on n'a pas parlé de. Voilà, si je dis data, c'est parce que le nerf de la guerre, c'est aussi le ROI et qu'on est dans un contexte économique qui se tend énormément. Les budgets ne sont pas extensibles, il faut faire plus avec moins et donc il faut se concentrer sur ce que vont faire beaucoup de boîtes. C'est la difficulté du moment, c'est de, à court terme, montrer le ROI. On est sur des cycles de vente et de décision plus longs, donc il faut amener des preuves tangibles que ça marche et en même temps garder le cap en se disant en fait, ce qu'il faut que je travaille, c'est l'expérience client. Et l'expérience client, pour moi, je ne vais peut-être pas assez insister dessus, mais c'est les parcours, c'est les attentes clients, c'est les émotions clients. Et le reste, la technologie, métaverse, IA générative, etc., c'est totalement, j'ai envie de dire, secondaire. On vient en fondamentaux, la data et l'expérience utilisateur, et voir la symétrie des attentions, si tu nous fais l'ouverture pour la keynote de Jean-Jacques. Est-ce qu'on pourrait faire un petit test dans la salle? Je voudrais savoir qui a dans son entreprise un Chief Data Officer. Vous levez juste la main pour savoir qui a un Chief Data Officer. Plus haut les mains, s'il vous plaît. Un responsable de la data. Tu vois le boulot qu'il y a à faire là? Tu vois le boulot qu'il y a à faire? Il n'y en a que 2 sur une salle pleine. C'est incroyable. Vous savez que vous pouvez ramener un truc demain, vous dites « Hey les mecs, il faudrait peut-être qu'on ait quelqu'un qui fasse de la data. » C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Après, je pense que ça dépend énormément des tailles d'organisation. Et sur des plus petites organisations, c'est justement là où des outils d'IA peuvent aider parce que ça va arriver à être embarqué dans les solutions technologiques qui sont mises à disposition. Mais effectivement, il faut quelqu'un, au-delà d'une autre casquette, qui n'est peut-être pas juste Chief Data Officer, mais qui est peut-être en charge du marketing, qui des prenne métiers, le job de prendre la data l'IT. dans son activité. D'accord. Selon la priorité et là où ça discute l'entreprise, le business. Super, bon c'est clair, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va passer le micro. Céline est accompagnée de Julien. Et en fait, c'est Julien qui veut poser une question. Si tu peux lever la main, Julien, et te lever, s'il te plaît, merci. Il s'occupe du digital. Quelle est la question que tu veux poser à Thomas? Pour le monde entier en plus. C'est parfait. C'est beau. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question, plutôt 3 conseils à donner à un directeur général qui n'est pas convaincu par le poste de CMO, par exemple. Ah, c'est bon ça? C'est une très bonne question. Alors, la première question serait qu'il définisse ou qu'il résume la problématique client. C'est-à-dire que si ce n'est pas le directeur marketing qui, alors ça, on peut l'appeler Chief Marketing and Client Officer, ce qu'on veut, mais qui est la voix du client dans l'organisation? C'est une première question. Ouais. Quel est ce qui reste le travail de base de tout bon marketeur, comment je me différencie des concurrents? Qui répond à ça dans l'organisation? Est-ce que c'est lui directement ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça? Et la troisième question, ce serait, une fois que j'ai défini cette promesse, comment je m'assure qu'elle est exécutée réellement, de manière tangible, concrète? Qui dans l'organisation fait ça? Est-ce que c'est votre DAF? Est-ce que c'est votre DSI, etc. Donc voilà 3 questions pour justifier, s'il en était besoin, un poste de CMO. Heureusement, juste petite stat, en B2C, il y a, aux dernières études qu'on a fait, plus d'1 CMO sur 2 qui rapporte directement au PDG quand même. Hein. Donc le positionnement de ce CMO est quand même très important. Ouais. On aura tout à l'heure à 14h ici même une séquence sur le positionnement avec April Dunford qui vient de Toronto. Elle va vous donner quelques trucs et astuces assez passionnants. Peut-être encore une question, et n'hésitez pas à lever la main, parce que je compte sur vous pour être gourmand. On a parlé de marketing grâce à Julien. On parle aussi pas mal de marketing durable, etc. Comment on évite un peu le greenwashing qui a peut-être un petit peu avec ce type d'argument? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a une attente de plus en plus forte des consommateurs autour de ça, qui ne sont pas dupes. Ouais. Il y a une réglementation qui va se durcir. Et sur les réseaux sociaux, des sentinelles de monitoring de ces sujets-là. Donc comment éviter le greenwashing? C'est déjà peut-être de ne pas communiquer ou de communiquer différemment et surtout d'agir. Et peut-être d'agir avant de communiquer, c'est des choses de base, mais dans 95% des cas, allez, même je pourrais dire 99%, le greenwashing, il n'est pas intentionnel.
C'est juste qu'il n'y a pas un dialogue entre les équipes scientifiques, R&D, produits et les équipes marketing sur comment on rend tangible un bénéfice associé à finalement la valeur environnementale qu'on injecte dans un produit ou dans une offre. Et donc, il faut agir et il faut faire évoluer la façon dont on définit les offres. Il faut avoir des logiques de traçabilité. Il faut que ce soit, pour le coup, une décision d'entreprise. Et il y a plein de choses qui se passent en ce moment et qui ne se voient pas forcément sur des tas et des tas d'acteurs qui repensent leurs offres, leurs produits, qui commencent à avoir des logiques de mesure des externalités négatives pour réintégrer ça dans la valeur faciale des produits. Ça dépend aussi de la réglementation, mais quand je disais c'est une révolution, tout à l'heure, on le pense vraiment chez Forrester au sens où c'est pas tick de box, RSE, c'est pas la RSE d'un côté, on fait de la philanthropie, on répare les conneries qu'on a faites en achetant des crédits carbone. C'est comment je me rentre dans le dur, dans le modèle économique, dans l'offre, dans le produit. Et ça va se voir, ça se voit pas aujourd'hui, mais c'est comme la transfo digitale il y a 15-20 ans. Il y en a qui disent pourquoi on ferait ça. Moi, je me souviens, à 15 ans, les gens qui disaient on n'est pas Amazon, le e-commerce, on s'en fout. Non, peut-être pas. Et là, même aujourd'hui, les gens disent on n'est pas Patagonia, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas notre mantra. Je pense que ça va devenir, et c'est déjà devenu un avantage concurrentiel pour certaines marques. Donc, c'est un vrai enjeu de changement, je pense, à la fois pour les clients et les collaborateurs. Donc là aussi, opportunité. Donc Oui. J'entends ton message très positif et de construction. Dernière question, et on va clore ensuite cet échange. Et puis vous retrouverez Thomas toute la journée, vous pourrez échanger aussi avec lui à la pause. J'ai démarré avec les IA génératives. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à nos participants pour s'y mettre demain matin s'ils n'y sont pas encore mis, et quel cas d'usage attaquer ? En 2 minutes. C'est déjà de partir des cas d'usage et de là où effectivement il y a un besoin de réellement d'automatisation et de production accélérée de contenu. C'est-à-dire si vous n'avez pas des parcours clients, si vous n'avez pas défini des cibles et des segments et que vous ne comprenez pas déjà le contexte, ça ne sert à rien d'aller produire plus de contenu à mon avis. Donc de base, c'est de partir de cette problématique du parcours client et de voir comment ça s'insère et effectivement de se renseigner, de tester les différents outils, de challenger les partenaires et les acteurs avec lesquels vous travaillez pour voir la valeur que ça peut apporter, mais sans panique, en s'inscrivant dans le temps long. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit forcément, malgré le buzz ambiant qu'il y a, ce n'est pas pour moi forcément la priorité des 6 prochains mois. Je pense qu'il y a peu de marques dans cette salle qui sont vraiment, ou d'acteurs qui sont vraiment suffisamment matures pour se dire si je ne le fais pas dans 6 mois, je suis mort. Ça ne me semble pas être forcément la priorité. Je sais que j'insiste là-dessus et que je vais à contrario du buzz ambiant, mais je pense qu'il y a un effet de mode, de hype sur ce sujet-là qui est d'une certaine façon malsain. Tu penses que le hype, on va avoir comment dirais-je, une intelligence artificielle fatigue après l'été ? Une intelligence artificielle fatigue, une sorte de fatigue je pense parce que ça arrivera. On en a un peu marre d'entendre ça tous les jours. Oui, ça arrivera à un moment ou à un autre. Après, oui, c'est vrai que les cas d'usage se multiplient, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, que ça devient l'alpha et l'oméga de la valorisation des boîtes et que c'est comme ça qu'un Nvidia passe à 1 000 milliards de dollars. Mais oui, partons des cas d'usage, partons des parcours clients, partons des demandes des collaborateurs. Est-ce que réellement, ce sont des outils qui aident à être plus rapides, plus productifs ? Est-ce que ça génère ? Et la question, c'est la question des gains de productivité. Donc, ça se mesure, ça ne se fait pas en 2 semaines, ça se fait en plusieurs mois. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est autant le métaverse... vous avez bien compris mon point de vue. Autant l'IA, il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est juste un sous-ensemble de LLM, qui est un sous-ensemble de Generative AI, qui est un sous-ensemble de l'AI. Et qu'il n'y a pas que ChatGPT, voilà. Il y a une dizaine d'autres boîtes qui sont intéressantes à regarder dans le domaine aussi. Ok. Efficacité opérationnelle, efficience opérationnelle, expérience client, si j'ai bien noté. On peut applaudir Thomas Husson. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci.